Salut, c'est Nicolas. Je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo. Alors comme d'habitude, on va commencer par faire le tour du potager. Vous allez voir tout ce qui s'est passé au niveau des légumes depuis un mois. Et après, on parlera du mois à venir, le mois d'août. Qu'est-ce que vous allez pouvoir semer et planter dans votre potager. Et on fera aussi un zoom sur l'arrosage. Alors au sommaire de cette vidéo, vous allez découvrir tout ce que j'ai fait dans mon potager pendant le mois de juillet, donc depuis la vidéo du mois dernier. J'ai tout filmé, les récoltes que j'ai faites, les légumes en cours de croissance et sans oublier les nouveaux légumes que j'ai semés ou plantés. On verra aussi comment j'entretiens mon potager et on fera un zoom sur l'arrosage et qu'est-ce qu'on peut changer pour dépenser moins d'eau pour arroser son potager. Je vous parlerai aussi des problèmes que j'ai rencontrés et vous verrez que mes choux se portent pas très bien. Puis on s'occupera de préparer le mois à venir, le mois d'août, comment s'organiser pour que le potager se porte bien, quels sont les semis et les plantations que vous allez pouvoir faire en août. Et comme chaque mois, j'ai préparé un article en complément de cette vidéo. Alors dans cet article, vous retrouverez les noms précis des variétés de légumes que j'ai montrés dans la vidéo et surtout, vous aurez le détail de tous les travaux du mois à venir, le mois d'août, avec la liste des légumes que vous pourrez semer ou planter, avec aussi tout ce qui tourne autour de l'entretien du potager. Et à l'aide de tout ça, je pense que vous serez bien outillés pour que tout aille bien dans votre potager au mois d'août. En juillet, le potager a commencé à donner des récoltes pour les légumes d'été, comme les courgettes, ici la variété ronde de Nice, comme les concombres. Moi j'aime beaucoup cette variété blanche et courte. Alors dans la famille des blettes, qu'on appelle aussi la poirée, on trouve deux sortes qui sont complètement différentes. Alors il y a la classique blette à carde, dont on consomme les tiges, et il y a aussi la blette verte à couper, appelée aussi poirée à couper. Et elle se cuisine exactement comme les épinards, même si son goût n'est pas du tout pareil. Alors moi je la trouve très pratique en été, qui est une saison où les épinards ne poussent pas, parce que l'épinard c'est un légume de saison fraîche. En juillet, ce sont les premières récoltes de haricots nains. Ici, des haricots beurre de la variété Carson. C'est la première fois que j'essaye cette variété. Et à mon grand plaisir, ces haricots n'ont eu aucun fil quand on les a mangés. Même les haricots un peu trop mûrs, comme ceux que vous voyez ici. Alors là, c'est ma laitue préférée pour l'été, parce qu'elle continue à produire des feuilles bien charnues, même quand il fait très chaud. C'est une laitue de type Batavia, et cette variété s'appelle Canasta. Toujours dans les laitues, il me restait en juillet quelques plants de cette variété que j'ai cultivée au printemps, et qui fait des feuilles très droites. Je la trouve idéale pour faire des récoltes feuille à feuille, un peu comme pour une salade à couper. Son nom, c'est Venezianer. L'année 2019 ne restera pas dans les mémoires comme une grande année à tomates. J'en parlerai plus en détail tout à l'heure. Les deux vagues de canicule qui ont traversé la France en juin et en juillet ont fait avorter beaucoup de fleurs. Et pour les quelques fruits qui se sont formés, leur grossissement a été très ralenti. J'ai quand même eu quelques plants qui ont donné des tomates en juillet. Et j'ai soigneusement noté les variétés. Ça sera toujours bon à savoir pour les années à venir. Alors pour accompagner les salades de tomates et de laitue, c'est toujours sympa de pouvoir couper des herbes fraîches qui viennent du jardin. Ici, c'est un classique basilic vert à grandes feuilles, qui pousse toujours mieux à mi-ombre. Et là, c'est de la ciboulette chinoise, une sorte de ciboulette qui a les feuilles plates et un bon goût d'ail. Pour terminer avec les récoltes de la fin juillet, c'est le moment de ramasser les pommes de terre qui avaient été plantées début avril. Comme je vous le disais dans une vidéo précédente, mes pommes de terre souffraient d'une maladie ces dernières années, une maladie qui s'appelle la gale. C'est une maladie bactérienne qui forme des sortes de pustules à la surface des pommes de terre. Alors cette année, j'ai changé de variété. Au lieu de mettre uniquement de la Charlotte, j'ai essayé 4 autres variétés et je suis content parce qu'il y en a 2 qui n'ont pas attrapé la gale. C'est très prometteur, je trouve, et on verra si ça se confirme l'année prochaine. Voici les résultats en images. Voilà, j'ai terminé la récolte de pommes de terre sur cette petite parcelle là. Alors c'est une parcelle qui fait à peu près 2 mètres sur 3 mètres, donc 6 mètres carrés à peu près. Et vous voyez, ça m'a donné ça.
Alors c'est une récolte que je qualifierais de moyenne, hein. On peut faire mieux, on peut faire moins bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est déjà j'en ai cueilli pas mal en primeur des pommes de terre, donc normalement il y en a plus que ça. Et aussi surtout, c'est la moitié du potager qui est la moins bien exposée, c'est-à-dire qu'elle est à l'ombre toute la matinée et elle ne reçoit le soleil qu'à partir de 13 heures. Donc avec moins de soleil, eh ben, les plants forcément sont un petit peu moins productifs. Donc ça, il faut en tenir compte aussi. Alors ma grande question par rapport à ces 4 variétés de pommes de terre que j'ai fait pousser cette année, c'est de savoir laquelle se comporte le mieux par rapport à la gale, la maladie de la gale, dont sont victimes les pommes de terre chaque année à cet endroit-là. Bon, je peux malheureusement pas les planter à un autre endroit du potager parce que bon, il n'est pas extensible, donc c'est l'endroit que j'ai choisi comme il est à l'ombre. Et je préfère garder la partie au soleil pour les tomates et tous les autres légumes. Alors, on va regarder dans l'ordre qu'est-ce que ça a donné. Donc il y a 4 variétés. Si vous voulez avoir le nom exact des variétés, je vous les ai mises dans l'article sur le blog. Là, je ne vais pas les citer parce que ça sert à rien, parce que c'est vraiment un test qui est propre à mon potager. Donc je vous encourage à faire aussi ce genre de test chez vous, mais avec des variétés que vous allez choisir en fonction de votre lieu, de votre terrain et de votre climat. Alors on y va, on regarde. Donc celle qui a produit le moins de récoltes et des toutes petites pommes de terre, c'est cette variété-là. Alors la question de la gale, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là on voit qu'il y a pas mal de petits points noirs sur la pomme de terre, donc c'est un petit début de gale. Donc là il y en a un petit peu sur celle-là. Alors on passe à la suivante. Voilà, vous voyez, celle-là aussi, elle est tachée partout, hein. Donc c'est pareil, c'est la gale qui a attaqué ces bulbes de pommes de terre. Alors voyons la troisième. Alors là, on en voit un petit peu aussi, mais moins que les 2 autres. Si on touche, elle est plus lisse. Et les petits points marrons, ils sont plus clairs. Donc là, je dirais que c'est pas mal, il y en a moins que les 2 premières. Alors la dernière, c'est la rose. Voilà, la rose, elle est vraiment pas mal aussi. Il y a très peu de points, je pense pas que ça soit de la gale, ce sont des points normaux de pommes de terre. Donc pas mal du tout aussi pour la rose. Donc moi, le verdict en fait c'est tout simple, ce sont ces 2-là qui ont le moins eu la gale. Et en plus, ça tombe bien parce que c'est ceux qui ont produit le plus en quantité de pommes de terre. Donc l'année prochaine, ce que je vais faire, je vais garder ces 2-là. Et puis, comme vous me connaissez, j'aime bien tester des nouvelles variétés. Donc je vais en prendre une 3e, complètement différente, que je vais tester et on verra ce que ça donne. Quand on a une petite surface de potager, comme c'est mon cas, c'est pas facile de trouver de la place pour faire pousser des courges ou des potirons, parce que c'est une culture qui s'étend beaucoup et qui occupe donc pas mal de surface. Chez moi, je me suis donc débrouillé pour que les tiges de courge aillent se développer à l'endroit où poussaient les pommes de terre juste avant. Début juin, j'ai donc planté 6 plants de courge en bordure de ma parcelle de pommes de terre. C'était dans la vidéo du mois de juin et je vous avais montré comment je les protégeais des limaces avec des bouteilles. Alors j'ai dirigé les tiges de courge pour qu'elles poussent vers le milieu de la parcelle, donc par-dessus les pommes de terre, qui je le précise n'avaient pas encore été récoltées à ce moment-là. Un bon mois plus tard, donc début juillet, j'ai récolté les 2 premiers rangs de pommes de terre, parce qu'après ça aurait plus été possible d'y accéder sans risquer d'abîmer les tiges de courge. À ce moment-là, les pommes de terre n'étaient pas arrivées à complète maturité, et c'est donc des pommes de terre nouvelles que j'ai récoltées. Elles étaient délicieuses, mais il faut les consommer rapidement parce qu'elles ne se gardent pas très longtemps. Pour finir, j'ai étalé les fans de pommes de terre pour faire du paillis, et j'ai délicatement remis en place les tiges de courge. Les tomates sont encore très vertes au moment où je tourne cette vidéo, fin juillet. Une bonne nouvelle quand même, c'est que je n'ai vu aucune punaise cette année. Je pense que c'est grâce à toutes les associations d'herbes aromatiques que je fais pousser à côté des tomates. Ça doit les repousser et on verra l'année prochaine si ça se confirme à nouveau. Là on voit les jeunes plants de haricots verts plantés mi-juillet. La blette elle se porte plutôt bien. Là, un autre plant de tomates, un des rares où les tomates ont bien voulu mûrir. C'est une variété qui s'appelle Underwood et qui fait des tomates vraiment énormes.
À côté, c'est la cœur de bœuf, et elle a bien voulu faire 3 tomates sur le plan, mais j'espère bien qu'il y en aura d'autres qui vont mûrir au mois d'août. Entre les 2 plants de tomates, j'ai mis un céleri branche, toujours pour dérouter les punaises. Là, c'est un fenouil qui grossit tranquillement. Beaucoup de fleurs au milieu des légumes, c'est bon pour la biodiversité. Ici, ce sont des cosmos blancs. Sur la plate-bande d'à côté, on a une bourrache qui s'est ressemée toute seule avec ses petites fleurs bleues. Et juste à côté, une lavater, très jolie floraison en juillet, mais qui est en train de se terminer. La capucine, vous voyez, elle a les feuilles toutes séchées par la canicule. C'est pas une plante vraiment adaptée pour le sud. Les petites boules jaunes, c'est des restes de fleurs de camomille. C'est une plante qui dégage beaucoup de parfums pour les insectes qui y sont sensibles. Et pour finir, les soucis. C'est un classique du potager et ils fleurissent en continu. Ces pauvres feuilles de tomates sont tout enroulées, ça les rend plus cassantes, mais heureusement ça n'influe pas trop sur le développement du plant. Les tomates, elles ont vraiment peine à grossir comme vous pouvez vous en rendre compte. Là on voit encore des fleurs, ce sont des ignas et des œillets d'Inde. Là on a un plant de courgettes, un jeune plant qui a été mis en terre début juillet et qui donnera des récoltes en août, alors que les premiers plants de courgettes plantés fin mai auront fini de produire. Toujours les œillets d'Inde, c'est une variété que j'aime beaucoup parce qu'elle fait une multitude de petites fleurs. Encore d'autres tomates vertes, un peu plus grosses celles-là. Et là, ce que vous voyez par terre, ce sont des tiges d'ail, l'ail qui est monté en fleurs à la mi-juin et que je n'ai pas récolté exprès pour attirer les insectes mellifères et pour dérouter ces sacrées punaises. Ah, une fleur de rudbeckia. En fait, c'est un tournesol en miniature. Là, encore des cosmos. C'est vraiment une fleur que j'aime bien au potager, le cosmos, parce qu'elle prend pas beaucoup de place. Là, c'est un plant de concombre. C'est la 3e vague que j'ai plantée début juillet. Et au milieu, là, c'est un chou brocoli âgé qui a pas mal été perforé par les altises. On continue sur cette autre plate-bande avec toujours beaucoup de fleurs et d'aromatiques entre les tomates. Le sol est paillé bien épais avec toutes sortes de déchets végétaux qui sont bien secs maintenant. Et là on se dirige vers le premier plant de courgettes, celui que j'avais planté au mois de mai. Comme je m'étais absenté pendant une semaine, j'avais ôté tous les bourgeons de futures courgettes pour éviter d'avoir des courgettes géantes à mon retour. Et le plant a un peu de mal à refaire des fleurs, mais ça va repartir. En juillet, j'ai continué à faire des semis de haricots nains. Alors je les sème maintenant systématiquement en godet. C'est d'une part pour assurer une bonne germination en maintenant une légère humidité constante, et d'autre part ça élimine le risque de prédateurs. J'en suis à mon 5e semis échelonné tous les 15 jours depuis le mois de mai. C'est la même chose pour les salades, et cette fois je suis passé aux scaroles qui sont bien adaptés pour pousser en automne. Là, on voit la plantation du 4e lot de haricots au milieu du paillis de foin. Et c'est facile de faire un trou parce que la terre, elle est restée bien meuble. Autour, vous voyez qu'il y a d'autres plantes qui poussent. Une tomate, un céleri, un œillet d'Inde, une camomille. Et depuis que je fais des associations comme ça dans mon potager, je n'ai plus le souci d'avoir mes pousses de haricots mangées par les merles. Pour les laitues, c'est pareil, les plants sont bons à mettre en terre 3 semaines après avoir été semés. Là, je les plante dans mon carré potager à réserve d'eau. C'est pour ça qu'il n'est pas trop paillé, parce que la terre, elle reste toujours humide grâce à la réserve d'eau. Je vous en reparlerai dans quelques instants de cette réserve d'eau, car elle me rend vraiment service pour avoir de belles salades en été. Début juillet, j'ai planté mon 3e et dernier semis de concombres, toujours pour étaler les récoltes. Comme les autres concombres, ils sont plantés le long de la clôture, et je vais les guider pour qu'ils poussent en hauteur, ce qui me permet de gagner de la place au sol. Alors on passe maintenant aux légumes d'hiver. Alors moi j'aime pas trop manger des betteraves en été, il y a tellement d'autres bons légumes à récolter à ce moment-là. Alors je m'organise pour semer mes betteraves un peu plus tard, début juin, et je les mets en terre un mois après. Je pourrais les récolter à partir du mois d'octobre, au fur et à mesure de mes besoins, parce que la betterave, c'est un légume qui peut rester longtemps en terre.
Les choux cabus et les choux de Milan, vous savez, ces gros choux paumés, eh bien ça peut prendre une place énorme dans un potager. Alors moi je préfère planter des choux qui sont beaucoup plus minces et qui poussent plutôt en hauteur. Ce sont le chou frisé, qu'on appelle aussi chou kale, et le brocoli âgé. Tous les deux, ils résistent bien au gel et ils donneront des récoltes à l'automne et tout l'hiver pour le chou kale et même en février-mars pour le brocoli âgé. Le foin, c'est mon paillis préféré pour plein de raisons. D'abord, j'en trouve à ramasser gratuitement juste à côté de chez moi. Ensuite, contrairement à la paille qui n'est composée que de tiges mortes, l'épi de blé, il a été récolté pour faire de la farine. Eh bien le foin, au contraire, c'est une plante entière qui contient tout, la tige, les feuilles et jusqu'à l'épi. Donc sa composition, elle est beaucoup plus riche, et ça c'est une bonne chose pour nourrir le sol du potager quand le foin va se décomposer petit à petit. Malheureusement, le foin n'est pas encore coupé au mois de mai quand c'est le moment de pailler le potager. Alors j'en profite maintenant qu'il est disponible en abondance pour faire des stocks pour l'année prochaine. Alors je vous entends déjà me dire que ça va faire un nid bien douillet pour les mulots pendant l'hiver, mais vous pouvez compter sur moi pour aller remuer tout ça régulièrement et éviter qu'ils prennent leur quartier d'hiver là-dedans. Le début de l'été 2019 a été très difficile pour beaucoup de jardins potagers, avec les 2 vagues de canicule qui ont sévi, la première fin juin et la deuxième mi-juillet, et pas seulement dans les régions du sud, mais un peu partout en France. Je vous en ai déjà parlé dans mes mails du dimanche matin, et vous êtes nombreux à avoir eu très peu de tomates cette année, et c'est pareil pour les haricots. Alors ça, c'est parce que ces plantes, elles étaient en fleurs fin juin, et les températures brûlantes de la canicule, ça a fait avorter toutes ces fleurs. Du coup, la mise à fruit, elle n'a pas pu se faire. Les feuilles se sont enroulées, un signe de plus, s'il en fallait, comme un cri d'au secours. Et pour les rares tomates qui ont commencé à grossir, il y a eu la deuxième canicule, mi-juillet, qui a stoppé net le mûrissement de tous ces fruits. Et c'est pour cette raison que beaucoup de tomates, elles sont encore vertes en ce moment, fin juillet. Alors il ne faut pas s'inquiéter, elles vont finir par rougir. Et maintenant on met aussi beaucoup d'espoir sur les nouvelles tomates qui vont se développer en haut des plants. Mais il faudra sans doute renforcer les tuteurs pour pas que ça s'écroule avec le poids. Ici, c'est un plant de concombre que vous voyez, il a été bien abîmé par la canicule lui aussi. Heureusement, la récolte, elle a pu se faire. Alors c'est une variété qui fait des petits concombres de couleur blanche ou jaune pâle. Pour les jeunes plants de choux, ça n'a pas été facile non plus, parce que la chaleur, elle favorise l'apparition des altises. Vous savez, ces insectes qui perforent des petits trous dans les feuilles, et ça a beaucoup affaibli les plants. Pour l'année prochaine, j'ai prévu de réfléchir à un système de protection physique, mais qui soit compatible avec les cultures associées. En juillet et en août, l'arrosage du potager, ça reste un souci, parce que les réserves en eau du sol, elles sont épuisées. Et dès la fin de la matinée, on voit les feuilles de pas mal de légumes qui commencent à pendouiller lamentablement. Elles ne manquent pas forcément d'eau, mais la transpiration par les feuilles, elle est plus forte que le pompage de l'eau par les racines. Et s'il s'agit de jeunes plants, il faut absolument leur faire de l'ombre parce que leurs racines, elles sont pas encore assez développées pour capter assez d'eau. Alors on peut les recouvrir d'une cagette retournée. Là où il faut faire attention, c'est si les feuilles sont encore flétries dans la soirée. Ça veut dire que la plante, elle manque vraiment d'eau, et là, il faut impérativement arroser. Alors le mois de juillet, c'est le mois le plus chaud de l'année. Il y a souvent des canicules, comme c'est le cas en ce moment. Et les légumes, s'ils manquent d'eau, ils vont subir un stress et ils vont se refermer complètement dans un premier temps. Donc ils vont stopper net leur croissance, ils vont se mettre en mode survie si on veut. Et puis après, ça peut aller jusqu'au dessèchement complet du légume et jusqu'à sa mort. Alors on me demande souvent, mais comment est-ce que je sais quand il faut arroser? Est-ce que mes légumes ont besoin d'eau? Comment je peux savoir? Eh bien en fait, on n'est pas devin, il ne s'agit pas de deviner, mais il suffit de vérifier par soi-même et c'est vraiment très simple à faire. Donc on prend une petite pelle à planter et puis on écarte un peu le paillis et on fait un petit trou
avec la pelle à 5 cm de profondeur. Et là, on voit tout de suite si la terre est humide, et ben c'est bon. Alors là, on voit, elle est très très humide. J'arrive même à faire une boule avec, comme ma terre est argileuse, comme vous le savez. Et donc si on veut pas faire de trou, on peut planter le doigt dans la terre, et si le doigt ressort sale, ben c'est que la terre elle est humide, donc il n'y a pas besoin d'arroser. Et une solution bien pratique pour les potagers qui se trouvent dans le sud, comme le mien, ou dans le sud, ben, il faut savoir que en été, il arrive souvent qu'il ne pleuve pas pendant plusieurs mois d'affilée. Des fois, juillet, août, septembre, il n'y a pas une goutte de pluie. Et bon, dans ce cas-là, on est obligé d'installer un goutte à goutte, comme celui-ci, c'est très pratique. Donc là, on voit, il court le long d'une ligne de potiron. Et donc en déclenchant ce goutte à goutte, on arrive à irriguer le potager de manière vraiment très économique en eau. Là, vous voyez le programmateur que j'utilise pour déclencher l'irrigation du potager. Ici, dans ma région toulousaine, il pleut quasiment pas de juin à septembre. Alors il faudrait une cuve immense pour stocker la pluie qui tombe au printemps, ou bien creuser un puits, mais malheureusement il n'y a pas d'eau sur mon terrain. Alors la solution qui reste, c'est de se brancher sur l'eau de ville et de faire tout ce qui est possible pour diminuer la consommation d'eau au potager. Alors économiser l'eau, ça passe en premier par prendre un grand soin de son sol pour qu'il soit le plus vivant possible, et ça afin d'augmenter son taux d'humus année après année. Parce que l'humus, ça fait un peu comme une éponge, ça garde l'eau plus longtemps. Ensuite, il faut éviter que cette eau elle s'évapore. Et ça, c'est un des rôles du paillage épais avec du foin que j'étale dès le mois de mai. Au niveau du goutte à goutte maintenant, et dans une terre argileuse comme la mienne, il vaut mieux faire des arrosages longs et moins fréquents. La fréquence, elle va dépendre de la région dans laquelle se trouve le potager. Dans le nord ou dans l'ouest de la France, on aura bien sûr moins besoin d'irriguer que dans le sud. Ici, durant les mois d'été, je le déclenche une fois par semaine pendant 1 heure. Par contre, en pleine période de canicule, l'évapotranspiration par le feuillage des plantes, elle est beaucoup plus importante. Et là, il faut que je déclenche tous les 3 jours, voire même tous les 2 jours, si en plus il y a du vent sec qui souffle. Une autre manière d'économiser l'eau, c'est d'empêcher qu'elle aille se perdre dans les profondeurs du sol. Et c'est ce que j'ai fait ici avec ce carré potager. J'ai rendu le fond complètement étanche grâce à une bâche. Il y a aussi un tuyau de type drain agricole qui sert à remplir la réserve. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien vers un article très détaillé que j'avais écrit et qui explique toutes les étapes de la fabrication de cette réserve d'eau. Avec ce système de réserve d'eau, le carré potager il arrive à tenir sans problème 2 semaines en été, et la terre elle reste en permanence humide, juste ce qu'il faut en fait, et les salades elles apprécient beaucoup ce mode de culture. Alors, vous allez me dire, c'est en contradiction avec le fait de favoriser un sol vivant, parce que ici, la bâche, elle empêche les échanges avec le sous-sol. Vous aurez tout à fait raison. Ça, je le ferai jamais sur la totalité de mon potager. C'est une méthode que j'utilise uniquement sur ce carré de potager pour les salades. Et quand je peux, ce que j'essaye, c'est d'apporter un peu de vie en lâchant quelques vers de terre quand j'en ai l'occasion, ou en étalant régulièrement un peu de compost, alors du compost fait maison, pour ensemencer la terre de ce petit carré de potager avec des micro-organismes vivants. Le mois d'août, c'est le mois des grandes récoltes au potager. Tous les légumes à ratatouille sont mûrs, et beaucoup d'autres légumes aussi sont disponibles en abondance. Alors dans les régions du sud de la France, août c'est encore un mois très chaud, et on attendra plutôt la 2e quinzaine du mois pour reprendre les semis. Par contre, dans les régions du nord de la France, août c'est un mois de transition, c'est un mois qui voit arriver les premiers orages et les premières nuits fraîches, qui sont super propices pour la germination des nouveaux semis. Alors parlons-en justement de ces nouveaux semis. Dès que les nuits redeviennent fraîches, vous allez pouvoir semer pas mal de légumes qui vont se développer pendant l'automne, et ils sont assez nombreux, figurez-vous. Il y a bien sûr tous les légumes feuilles comme les laitues, les chicorées, les scaroles, la mâche, la roquette, les épinards. Il y a aussi des légumes racines, les gros radis d'hiver, les petits radis roses aussi, les navets, les choux raves.
Et si vous avez des parcelles libres, vous pourrez aussi commencer à semer des engrais verts. Alors les engrais verts, ce sont ces plantes qui vont couvrir le sol et qui vont l'améliorer pendant tout l'hiver. Il y a par exemple la moutarde ou la facélie qui s'y prête bien. Alors au niveau de la surveillance, c'est le moment où la pierrite du chou peut apparaître. Vous savez, c'est un papillon blanc qui vient pondre sur les feuilles de chou. Et après, une fois que les œufs éclosent, ça donne des chenilles qui réduisent vraiment les feuilles de chou en dentelle. Alors, quand on a un petit potager, donc pas énormément de choux, c'est très facile de les enlever à la main. Il suffit de faire régulièrement une inspection des choux. Alors on tombe parfois sur les chenilles et parfois sur les œufs. Les œufs, on les reconnaît facilement parce qu'ils ont une couleur jaune vif et ils sont plutôt sur l'envers des feuilles. Pour les tomates, si elles bénéficient de bonnes conditions de culture, comme un sol vivant et beaucoup de plantes associées autour d'elles, les tomates elles devraient normalement passer au travers du mildiou. Et sinon, il y a quelques techniques à appliquer pour tenter de sauver ces plants. J'en ai déjà parlé souvent sur le blog, je vous mettrai tout ça en lien dans l'article qui accompagne cette vidéo. Et aussi, comme d'habitude, pour bien vous organiser au potager, vous aurez le détail des semis, des plantations et des travaux à faire au potager pour le mois à venir, le mois d'août. Et je vous ai aussi mis la liste de toutes les variétés de légumes que vous avez vues dans cette vidéo. Vous trouverez cet article sur mon blog potagerdurable.com et pour aller tout droit vers l'article, je vous ai mis un raccourci, un lien direct dans la description qui se trouve sous cette vidéo. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire pour le mois d'août. Je vous souhaite de vous régaler avec vos récoltes de tomates, encore plus si ce sont des variétés anciennes, elles sont tellement parfumées. Et si vous allez prendre quelques vacances, bonnes vacances!